braves gens, bonsoir et bienvenue dans Horrifiques histoires. Et ce soir, dans Horrifiques histoires, je vais vous lire, comme une passerelle, une nouvelle de Stephen King. Stephen King? Stephen King. Waouh! Une nouvelle de Stephen King, traduite par Loris Muraille et Nathalie Zimmerman. Braves gens. Bonne écoute. Assis sur le perron de ma maison, Richard et moi regardions le golfe qui se profilait au-delà des dunes. La fumée de son cigare flottait paresseusement dans l'air, éloignant les moustiques. L'eau de la mer était fraîche, sous un ciel du bleu le plus profond, le plus intense. Les deux s'alliaient agréablement. Une passerelle, dis-tu? Une tête de pont? Intervint pensivement Richard. Tu es sûr que tu as tué ce garçon? Tu n'as pas rêvé? Non, je n'ai pas rêvé. Et je ne l'ai pas tué non plus. Je te l'ai déjà expliqué. Ce sont eux. Je ne suis que la passerelle. Richard soupira. Tu l'as enterré? Oui. Tu te rappelles où? Oui. Je fourrageais dans ma poche de poitrine et en extirpai une cigarette. Les bandages qui les emmaillotaient rendaient mes mains malhabiles. Elles me démangeaient horriblement. Si tu veux le voir, il va falloir que tu prennes la tout-terrain. Tu ne pourras pas pousser ça. Je désignais ma chaise roulante. Sur le sable. La tout-terrain de Richard était une Volkswagen 59, montée sur des pneus larges comme des traversins. Il s'en servait pour ramasser le bois des épaves. Depuis qu'il s'était retiré des affaires qui le retenaient au Maryland, il s'était installé sur l'île de Key Caroline, où il sculptait ses trouvailles avant de les vendre aux hivernants à des prix éhontés. Il tira sur son cigare, le regard rivé au golfe. Pas maintenant. Veux-tu reprendre depuis le début? Je poussai un soupir, puis tentai d'allumer ma cigarette. Richard me prit les allumettes des mains et le fit à ma place.
J'inhalais de longues bouffées. Les démangeaisons de mes doigts devenaient intolérables. « C'est bon », commençai-je. Hier soir, à 7h, je me trouvais ici même, à fumer en contemplant le golfe. Exactement comme en ce moment. Et remonte plus loin, me pressa-t-il. Plus loin? Parle-moi du vol. Je secouai la tête. Nous avons déjà passé tout cela au crible, Richard. Il n'y a rien. Son visage tanné et buriné était aussi énigmatique que celui d'une de ces statuettes en bois. « Tu pourrais te souvenir de quelque chose, dit-il. Maintenant, tu pourrais t'en souvenir. Tu crois vraiment? On ne sait jamais. Et quand nous en aurons fini, nous partirons à la recherche de la tombe. » La tombe. Ce mot réveilla en moi de vertigineuses sensations, sinistres au-delà de toute expression, plus sinistres encore que les espaces impitoyables que Cory et moi avions explorés 5 années durant. Sinistres et vertigineux. Sous les bandages, les petits yeux tentaient en vain de percer l'obscurité dans laquelle ils étaient confinés. Ils me démangeaient. Cory et moi avions été placés en orbite par Saturne XVI, que tout le monde avait surnommé l'Empire State Building. Il faut dire que cet engin, c'était quelque chose. Par comparaison, la vieille Saturne XV avait l'air d'un modèle réduit. Et pour éviter qu'il n'emporte la moitié de Cap Kennedy avec lui, il fallut lui creuser un silo profond de 200 mètres. Nous tournâmes autour de la Terre le temps de vérifier que tout était en ordre, puis quittâmes l'orbite. Direction Vénus. Nous laissions des sénateurs s'entre-déchirant à propos du vote de nouveaux crédits pour l'exploration spatiale et des scientifiques de la NASA priant pour que nous découvrions quelque chose. N'importe quoi, mais quelque chose. N'importe quoi fera l'affaire, aimait à répéter Don Lovinger, le petit génie qui avait pondu le projet de Zeus. Vous embarquez tous les gadgets inimaginables, puis 5 caméras qui représentent le nec plus ultra en matière d'électronique et un ravissant petit télescope assorti d'un nombre incalculable de lentilles et de filtres. Trouvez-moi de l'or ou du platine. Mieux encore, ramenez-moi un gentil petit homme vert pas trop futé qu'on étudiera, qu'on exploitera et qui nous apportera la preuve de notre supériorité. N'importe quoi. Même si vous me dénichiez le fantôme de Simplet, ce serait déjà un début. Nous l'aurions fait.
Telle était notre inquiétude, à Cory et à moi. Rien n'avait milité en faveur du programme spatial. Depuis Borman, Anders et Lovell, qui avaient orbité autour de la Lune en 1968 et n'avaient découvert qu'un monde abandonné et sans vie, semblable à un désert poussiéreux, jusqu'à Markham et Jax, qui avaient atterri sur Mars 11 ans plus tard, pour y trouver des étendues désolées de sable gelé où s'accrochaient quelques maigres lichens. Le programme spatial avait été un gouffre à finances. Et il y avait eu des accidents. Pedersen et Lederer, condamnés à tourner éternellement autour du Soleil, parce que tout à coup, plus rien n'avait fonctionné à bord de l'avant-dernière capsule Apollo. John Davis, dont le petit observatoire orbital avait été percuté par une météorite. Une chance sur 1000 pour que ça arrive. La grande aventure spatiale connaissait des ratés. Au train où allaient les choses, Vénus risquait bien d'être la dernière étape, avant longtemps. Le voyage aller était l'affaire de 16 jours. Nous mangions de la nourriture en tube, nous jouions au gin, nous nous repassions sans cesse le même rhume. Et côté technique, tout baignait dans l'huile. Le 3e jour, un humidificateur étant tombé en panne, nous branchâmes un appareil de secours. Et ce fut tout jusqu'au retour, à part quelques broutilles. D'une étoile, Vénus devint un croissant, puis une boule de cristal laiteux. Nous échangions des plaisanteries avec la salle de contrôle de Huntsville, écoutions des enregistrements de Wagner et des Beatles, surveillions les instruments automatiques qui se rapportaient à toutes sortes d'expériences concernant aussi bien les vents solaires que la navigation intersidérale. Nous effectuâmes 2 corrections de trajectoire, tous 2 infinitésimales, et le 9e jour, Cory fit une sortie pour aller taper sur l'anip rétractable jusqu'à ce qu'elle se décide à fonctionner. Rien d'autre à signaler avant. L'anip ? M'interrompit Richard. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une expérience qui n'a pas marché comme prévu. Antenne interplanétaire, dans le jargon de la NASA. Nous émettions le nombre pi en ondes haute fréquence, pour qui voudrait bien l'entendre. Je frottais mes mains contre mon pantalon, mais cela ne me soulagea pas. Quoi que je fasse, c'était encore pire. Le principe était celui déjà employé au radiotélescope de Virginie occidentale. Tu sais, celui qui est à l'écoute des étoiles. Seulement là, au lieu d'écouter, nous émettions essentiellement en direction des planètes les plus éloignées. Jupiter, Saturne, Uranus. Ma foi, s'il existe une quelconque vie intelligente là-bas, elle doit être encore au biberon. Seul Cory est sorti. Oui. S'il a ramené quelques virus interstellaires, la télémesure n'y a vu que du feu. Pourtant, peu importe, répondis-je avec irritation. Seul le présent m'importe désormais. Ils ont tué ce garçon la nuit dernière, Richard. Et c'était pas beau à voir, ni à sentir. Sa tête, elle a explosé.
Comme si quelqu'un lui avait ôté le cerveau pour placer une grenade sous son crâne. Achève ton histoire, me pressa Richard. Mon rire sonna creux. Qu'y a-t-il donc à dire ? Nous prîmes une orbite excentrique autour de la planète. Nous décrivions des ellipses aplaties et de valeur inconstante. La première nous amena au plus loin à 500 km de Vénus et au plus près à 120 km. Au cours de notre seconde orbite, l'écart entre l'apogée et le périgée s'accrut encore. Nous devions accomplir un maximum de 4 orbites. Nous les décrivîmes toutes 4. Nous avons eu un bon aperçu de la planète. Nous avons pris aussi plus de 600 clichés et Dieu sait combien de mètres de pellicule. La couverture nuageuse était constituée en partie égale de méthane, d'ammoniac, de poussière et autres saloperies flottantes. La planète tout entière ressemblait au Grand Canyon qu'on aurait plongé dans une soufflerie géante. Cory estima la vitesse du vent en surface à environ 1000 km/h. Nous reçûmes le bip-bip de notre sonde tant qu'elle descendit. Et soudain, il y eut un couac. Puis, plus rien. Nous ne remarquâmes ni végétation, ni signe d'une vie quelconque. Le spectroscope ne nous indiqua la présence de minéraux de valeur que sous la forme de traces. Et voilà pour Vénus. Rien. Absolument rien. Sinon, qu'elle m'effrayait. C'était comme tourner autour d'une maison hantée en plein cœur des espaces intersidéraux. Je sais à quel point cela peut paraître indigne d'un scientifique, mais je crevais de peur tant que nous fûmes là-bas. Et je crois que si nos réacteurs n'avaient pas fonctionné, je me serais coupé la gorge plutôt que d'atterrir sur cette planète. Ce n'est pas comme la Lune. La Lune est un monde désolé, mais d'une certaine façon aseptisé. Celui-ci ne ressemblait à rien que l'homme eût jamais contemplé. Peut-être est-il préférable qu'il soit dissimulé par les nuages. On eût dit un crâne aux os nettoyés. C'est la meilleure comparaison que je puisse trouver.
Lors du vol de retour, nous apprîmes que le Sénat avait réduit de moitié les crédits alloués à l'exploration spatiale. Cory dit quelque chose comme « On va revenir au bon vieux satellite météo, Artie. Tu vas voir. » Mais j'étais presque content. Peut-être ces espaces ne sont-ils pas faits pour nous. 12 jours plus tard, Cory était mort. Et j'étais estropié pour la vie. C'est pendant le retour que les ennuis commencèrent. Ils ratèrent la rentrée. Voilà bien l'ironie de l'histoire. Nous avions passé plus d'1 mois dans l'espace, avions repoussé les frontières de l'exploration humaine. Et tout se terminait stupidement parce qu'un type qui avait hâte d'aller faire sa pause café avait relâché son attention. L'amérissage fut terrible. Un type qui se trouvait dans l'un des hélicoptères nous compara à un bébé gigantesque traînant son placenta après lui. Le choc me fit perdre conscience. Je revins à moi, tandis qu'on me faisait traverser le pont du Portland. Ils n'eurent pas le temps d'enrouler le tapis rouge qu'ils avaient prévu à notre intention. Je saignais. Et ils me charriaient vers l'infirmerie sur un tapis qui, loin s'en fallait, ne paraissait pas aussi rouge que moi. Je suis resté à Bethesda pendant 2 ans. Ils m'ont donné la médaille du mérite, plein d'argent et ce fauteuil roulant. L'année suivante, je m'installais ici. J'aime regarder décoller les fusées. Je sais tout ça, dit Richard. Montre-moi tes mains. Non! Le mot avait claqué. Je ne dois pas les laisser voir. Je te l'ai déjà dit. Cela fait 5 ans.
répondit Richard. Pourquoi maintenant, Arthur? Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Je sais pas. Il se peut que cette chose, quelle qu'elle soit, ait besoin d'une longue période de gestation. Qui peut même prétendre que je l'ai vraiment ramenée de là-haut? Peut-être s'est-elle introduite en moi, à Fort Lauderdale, ou ici, sous ce porche. Qu'en sais-je? Richard soupira, promenant son regard sur l'eau que rougissaient les derniers rayons du soleil. Je cherche, Arthur. Je refuse de croire que tu sois simplement en train de perdre la raison. S'il le faut, je te montrerai mes mains, prononçai-je avec effort. Mais uniquement si c'est nécessaire. Richard se leva et saisit sa canne. Il m'apparut vieux et vulnérable. Je vais chercher la tout-terrain. Nous allons essayer de retrouver le corps. Merci, Richard. Il remonta le chemin poussiéreux et creusé d'ornières qui menait à son bungalow. Je n'en apercevais que le toit, derrière la grande dune, celle qui s'étend sur presque toute la longueur de Quai Caroline. En direction du cap, le ciel avait pris au-dessus des eaux une vilaine teinte violacée. Et déjà, l'écho du tonnerre parvenait faiblement à mes oreilles. Ce garçon, je ne connaissais pas son nom, mais je l'apercevais régulièrement, au coucher du soleil, arpentant la plage, un tamis sous le bras. Comme il ne portait jamais rien d'autre qu'un jean coupé, sa peau exposée au soleil avait presque viré au noir. Les jours fastes, sur la plage qui se trouve à l'autre bout de Quai Caroline, un jeune garçon débrouillard pouvait se faire dans les $5, rien qu'en tamisant patiemment le sable, en quête de piécettes oubliées. Chaque fois, je lui adressais un salut qu'il me rendait. Un salut qui ne nous engageait ni l'un ni l'autre, à la fois distant et fraternel, mais qui nous distinguait, nous les insulaires, de la marée des touristes aux verbes hauts, aux portefeuilles rembourrés et aux Cadillacs rutilantes. Je suppose qu'il habitait le petit village bâti autour de la poste, à environ 1 kilomètre d'ici.
quand il passa ce soir-là. Je me tenais depuis 1 heure déjà sur le perron, immobile, aux aguets. Un peu plus tôt, j'avais retiré mes bandages. Les démangeaisons étaient devenues intolérables, et elles s'apaisaient toujours quand ils pouvaient voir par leurs propres yeux. C'était une sensation à nulle autre pareille. J'étais comme un portail à peine entrouvert par lequel ils épiaient un monde qu'ils haïssaient et craignaient à la fois. Mais le pire était que, d'une certaine façon, je voyais, moi aussi. Imaginez que votre esprit soit prisonnier du corps d'une mouche dont les yeux aux 1000 facettes observeraient votre propre visage. Peut-être alors comprendrez-vous pourquoi je gardais mes mains bandées, même lorsque personne ne risquait de les apercevoir. Tout a commencé à Miami. Je devais rencontrer un certain Cresswell, un enquêteur du ministère de la Marine. Il me faisait passer une visite de contrôle 1 fois par an. Personne n'a jamais été aussi près que moi d'être classé top secret, à l'instar de tout ce que notre programme spatial peut comporter de hautement confidentiel. Je ne sais pas ce qu'il cherchait au juste. Une brève lueur dans l'œil, peut-être, ou bien une lettre rouge sur le front. Et Dieu sait pourquoi. Ma pension est confortable au point que c'en est presque gênant. Nous étions assis sur la terrasse de sa chambre d'hôtel et sirotions un verre tout en discutant de l'avenir du programme spatial américain. Il était environ 3h15. Les doigts commencèrent à me démanger. Cela arrivait sans prévenir, comme si on appuyait sur un bouton. J'en parlais à Cresswell. Vous avez dû ramasser quelques plantes vénéneuses sur votre petite île malsaine, répondit-il en faisant la moue. La seule chose qui ait réussi à pousser sur Key Caroline est un petit palmier rabougri. C'est peut-être la gale. J'examinais mes mains. C'étaient des mains parfaitement normales. Mais elles me grattaient. Plus tard, dans l'après-midi, je signais le même sempiternel document. Je jure solennellement n'avoir ni reçu, ni mentionné, ni divulgué d'informations susceptibles de... Puis je retourna au quai par mes propres moyens. Je possède une vieille Ford équipée d'un frein et d'un accélérateur au volant. Je l'adore. Grâce à elle, je me sens autonome.
Le trajet est long, depuis Miami. Et au moment où je quittais la route numéro 1 pour prendre la bretelle en direction de Caroline, j'étais au bord de la crise nerveuse. Mes mains me torturaient à hurler. Si vous avez déjà eu à endurer la cicatrisation d'une profonde coupure ou d'une incision chirurgicale, vous aurez peut-être une idée de ce qu'étaient ces démangeaisons. On eût dit qu'une fourmilière tout entière était à l'ouvrage à l'intérieur même de ma chair. La nuit était presque tombée et j'examinais attentivement mes mains à la lueur du tableau de bord. Juste au-dessus de la pelote digitale, là où se forment les cales du guitariste, apparaissaient de petits cercles rouges, parfaitement dessinés. Je remarquais les mêmes signes d'inflammation sur toutes les phalanges et phalangines de mes doigts. Je pressais les doigts de ma main droite contre mes lèvres et les retirais avec un soudain dégoût. Un cri d'horreur s'étrangla dans ma gorge desséchée. La chair où s'étaient manifestés les points rouges était chaude, fiévreuse, et cependant molle et gélatineuse comme la pulpe d'une pomme blette. Je fis le reste du trajet en essayant de me persuader que j'avais en effet ramassé quelques plantes vénéneuses. Mais une idée autrement terrifiante germait dans mon esprit. J'avais, lorsque j'étais enfant, une tante qui passa les 10 dernières années de sa vie recluse dans une chambre isolée. Ma mère lui montait ses repas et nous interdisait de prononcer son nom. Je découvris plus tard qu'elle était atteinte de la maladie de Hansen, la lèpre. Arrivé chez moi, je téléphonai sur le continent au docteur Flanders. Son assistante me répondit. Le docteur Flanders était parti à la pêche, mais en cas d'urgence, le docteur Ballanger... Quand le docteur Flanders sera-t-il de retour ? Demain après-midi au plus tard ? Est-ce que ce sera... Certainement. Je raccrochai lentement, puis composai le numéro de Richard.
Je laissai sonner une douzaine de fois avant d'abandonner. Je connus un moment d'indécision. La démangeaison avait empiré. Elle semblait émaner du plus profond de ma chair. Je fis rouler ma chaise jusqu'à la bibliothèque et en sortis la vieille encyclopédie médicale dont je me servais depuis des années. Le livre était affreusement vague. Cela aurait pu être n'importe quoi. Ou rien du tout. Je me radossais et fermais les yeux. J'entendais le tic-tac de ma vieille horloge de bateau là-bas sur son étagère. Plus lointain, je perçus le bourdonnement d'un jet volant vers Miami. Et puis, il y avait le doux murmure de mon propre souffle. Je n'avais pas cessé de regarder le livre. La conscience de ce phénomène me gagna peu à peu, puis soudain me frappa dans toute sa violence. Mes yeux étaient clos, et pourtant je continuais de regarder le livre. L'image qui m'apparaissait était floue et monstrueuse, mais néanmoins parfaitement identifiable. C'était la vision déformée et quadridimensionnelle de l'encyclopédie. Et je n'étais pas le seul à regarder. Je me forçais à ouvrir les yeux, le cœur broyé dans un étau. L'impression subsista, quoique affaiblie. Je regardais le livre, déchiffrant les caractères et les graphiques à l'aide de mes propres yeux, de la façon la plus naturelle qui soit. Mais je les voyais aussi selon un angle différent, à l'aide d'autres yeux, situés plus bas. Cela ne contemplait pas un livre, mais un objet inconnu, à la forme démentielle et aux inquiétantes propriétés. Je levai lentement mes mains vers mon visage, saisissant une vision fantastique de ma salle de séjour, muée en lieu d'épouvante. Je hurlais. Des yeux m'examinaient par des fentes taillées dans la pulpe de mes doigts. La chair se dilatait et se rétractait sous l'effort forcené qu'ils accomplissaient pour atteindre la surface. Mais ce n'était pas ce qui m'avait fait hurler. Je venais de voir mon propre visage. Et c'était celui d'un monstre. La tout-terrain franchit le sommet de la colline. Et Richard la gara juste devant le perron. Le moteur octait et pétaradait. Je fis descendre mon fauteuil roulant sur le plan incliné qui se trouvait à droite des marches. Puis Richard m'aida à prendre place dans son véhicule. « Alors, Arthur, fit-il, à toi de jouer maintenant. Où est-ce qu'on va ?» Je fis un geste en direction de l'eau, plus bas, là où la grande dune vient enfin mourir. Richard acquiesça.
Puis les roues arrière patinèrent un instant dans le sable et nous démarrâmes. J'avais l'habitude de plaisanter Richard au sujet de sa conduite. Mais ce soir-là, je n'étais pas d'humeur à le faire. Tant d'autres choses me tourmentaient l'esprit et les sens. Il ne supportait pas l'obscurité. Et je sentais qu'il luttait pour percer la nuit des bandages, pour me convaincre de les ôter. La tout-terrain bondissait en rugissant sur le sable, semblant presque décoller quand une petite dune se présentait. Sur notre gauche, le soleil disparaissait dans une gloire sanglante. Droit devant nous, sur l'horizon, les gros nuages qui s'amoncelaient nous promettaient l'orage. Un éclair planta sa fourche dans les eaux. « Sur ta droite », indiquai-je, « près de cette cabane. » Richard conduisit le véhicule sur une petite terre couverte de sable, près des planches pourries de la cabane, fourragea derrière lui et extirpa une pelle. Je tressaillis en l'apercevant. « Où ?» demanda Richard sans s'émouvoir. « Juste là, » fis-je en désignant l'endroit. Il sortit et se dirigea lentement vers le point indiqué. Il hésita un instant, puis plongea la pelle dans le sable. J'eus l'impression qu'il creusait pendant un temps infini. Le sable qu'il projetait par-dessus son épaule paraissait humide et lourd. De plus en plus haut, de plus en plus sombre. Les cumulus mêlaient leurs ombres aux lueurs du couchant sur la mer implacable et déchaînée. Bien avant qu'il cesse de creuser, je sus qu'il ne trouverait pas le corps. Il l'avait retiré. Comme je n'avais pas bandé mes mains la nuit précédente, ils avaient pu voir et agir. S'ils avaient pu se servir de moi pour tuer le garçon, ils avaient aussi bien pu le faire pour déplacer le corps, même pendant mon sommeil. Il n'y a rien, Arthur. Il jeta la pelle maculée dans la tout-terrain et prit place sur son siège avec lassitude. L'orage, en marche vers nous, dessinait sur le sable des ombres mouvantes en forme de croissant. La brise qui se levait faisait gicler le sable contre la carcasse rouillée de la voiture. Mes doigts me démangeaient. Ils se sont servis de moi pour le déplacer, fis-je sombrement. Ils sont en train de prendre le dessus, Richard. Ils ouvrent la porte un peu plus tous les jours. Combien de fois me suis-je retrouvé debout devant un objet des plus familiers ? Une cuillère, une photo ou même une boîte de haricots.
sans comprendre comment j'étais arrivé là, les bras tendus, présentant l'objet à mes doigts et le voyant de leur point de vue, c'est-à-dire comme une obscénité, comme une chose difforme et grotesque. « Arthur !» m'interrompit-il. « Arthur, arrête ! Arrête !» La compassion gagna son visage baigné par les dernières lueurs du jour. Je me suis retrouvé debout, as-tu dit. Tu aurais, dis-tu, déplacé le corps du garçon, mais tu es incapable de marcher, Arthur. Tes jambes sont paralysées. Je désignais le tableau de bord de la tout-terrain. Ça non plus, ça ne pourrait pas marcher tout seul. Mais dès que t'es à l'intérieur, tu peux la faire avancer. Tu pourrais t'en servir pour tuer. Et elle ne pourrait t'en empêcher, même si elle le voulait. Je suis leur passerelle. Est-ce que tu comprends ? Ils ont tué le garçon, Richard. Ils ont déplacé le corps. Je pense que tu ferais mieux de voir un médecin. Rentrons. Et alors, vérifie. Renseigne-toi à propos du garçon. Et essaye de trouver. Tu m'as dit que tu ne connaissais même pas son nom. Il devait venir du village. C'est un petit village. Demande. J'ai téléphoné à Maud Harrington quand j'ai été chercher la tout-terrain. Il ne peut rien se passer dans tout l'État sans qu'elle en soit la première avertie. Je lui ai demandé si elle avait entendu parler d'un garçon qui ne serait pas rentré chez lui la nuit dernière. Elle m'a dit n'être au courant de rien. Mais il est ici. Il est d'ici. Il est forcément d'ici. Richard était sur le point de mettre le contact, mais je l'en empêchais. Il se tourna vers moi. Et je commençais à dérouler mes bandages. Le tonnerre gronda au-dessus du golfe. Je ne me rendis pas chez le médecin et ne rappelai pas Richard. Au cours des 3 semaines qui suivirent, je ne sortis jamais sans avoir les mains bandées. 3 semaines, pendant lesquelles je me contentais d'espérer que les yeux disparaîtraient. Je reconnais que ce n'était pas une attitude rationnelle. Si j'avais été un homme valide, se déplaçant sur ses jambes et non dans un fauteuil roulant, un homme menant une vie normale et aux saines occupations, je serais sans doute allé voir le docteur Flanders ou Richard. Ou peut-être, à vrai dire, l'aurais-je fait de toute façon. Si je n'avais été hanté par le souvenir de ma tante coupée du monde, virtuellement prisonnière, morte vivante, aux chairs rongées par la maladie. Je me murais donc dans un silence désespéré, priant pour que je me réveille un jour et que cesse enfin cet affreux cauchemar.
Et peu à peu, je les sentis. Eux, une intelligence occulte. Je ne me suis jamais vraiment demandé à quoi ils ressemblaient, ni d'où ils étaient venus. La question ne se posait pas. J'étais leur passerelle, leur fenêtre sur le monde. L'écho de leurs réactions me parvenait d'une façon suffisamment nette pour que je puisse savoir tout leur dégoût et leur horreur, et aussi combien notre monde était différent du leur. Je percevais leur haine sourde. Ils observaient sans répit. Leur chair était incrustée dans la mienne. Je ne pouvais plus en douter. Ils m'utilisaient, ils me manipulaient. Lorsque le garçon passa, levant la main pour m'adresser son salut habituel, j'étais sur le point d'appeler Cresswell au ministère. Richard avait raison sur un point au moins. Très certainement, ce qui s'était emparé de moi était devenu mon hôte au cours de la traversée des espaces interplanétaires ou bien du vol orbital autour de la maléfique planète. Les services compétents de la Navy m'examineraient. Mais pas comme on examine un monstre. Plus jamais je ne m'éveillerai dans les ténèbres bruissantes, étouffant un cri, car je les sentais là, qui regardaient, qui observaient, qui épiaient. Mes bras se tendirent vers le garçon, et je m'aperçus que je n'avais pas bandé mes mains. Immense, écarquillé, pailleté d'or. Les yeux scrutaient avidement la nuit tombante. Une fois, j'avais essayé d'en crever un à l'aide d'un crayon pointu. Mais une douleur intolérable avait envahi mon bras. Mais pire encore que la souffrance physique fut le regard de pure haine que l'œil me lança. Je ne recommençais pas. Et maintenant, ils observaient le garçon. Je sentis que, peu à peu, il prenait l'ascendant sur moi. Bientôt, je fus sous leur contrôle. La porte était ouverte. L'infirme que j'étais foula le sable en direction du garçon, la démarche mécanique et vacillante. Sans doute mes propres yeux se fermèrent-ils, car dès lors, je ne vis plus que par l'entremise de ces yeux étrangers. Le ciel et la mer, un rivage d'albâtre sous une grande tramée pourpre, la cabane en ruine, peut-être la carcasse de quelque créature carnivore inconnue. Et puis, cette autre créature qui bougeait, qui respirait et qui transportait sous son bras un outil de bois et de fer dont la géométrie faisait appel à d'inconcevables angles droits. Je me demande ce qui a pu traverser l'esprit de ce malheureux garçon dont j'ignore toujours le nom, avec son tamis sous le bras et ses poches pleines de sable et de piécettes oubliées par les touristes. Oui, je me demande ce qu'il a bien pu penser en me voyant tituber vers lui tel un chef aveugle, marquant la mesure pour un orchestre dément. Puis lorsque le dernier rayon du soleil accrocha mes mains rouges et crevassées, révélant tout un fardeau de petits yeux, je me demande ce que fut sa dernière pensée quand les mains fendirent brusquement les airs juste avant que sa tête n'éclate. Mais je sais ce que moi j'ai pensé. Il me sembla qu'une brèche s'était ouverte dans l'univers et que j'avais entrevu les feux de l'enfer.
au fur et à mesure que je les déroulais. Les bandages étaient aspirés par le vent qui les agitait comme de petits serpentins. Les nuages avaient englouti les derniers rougeoiements du soleil. Les dunes étaient sombres et peuplées d'ombres. Les nuages se pressaient, se bousculaient au-dessus de nous. Il faut que tu me promettes une chose, Richard. Ma voix luttait contre le vent. Fuis immédiatement si tu as l'impression que je pourrais t'agresser. Est-ce que tu me comprends bien ? Oui. Les rafales battaient et tordaient sa chemise ouverte. Le soir tombant avait noyé son regard. Il paraissait calme. La dernière bande s'envola. Je regardais Richard et il regardait Richard. Je vis un visage qu'en 5 ans de temps j'avais appris à aimer. Ils virent une masse vivante et difforme. Tu les vois, fis-je d'une voix rauque. Maintenant, tu les vois. Il ne put s'empêcher de reculer. Ses traits exprimaient une terreur indicible. Des éclairs zébrèrent le ciel. Le tonnerre roula au-dessus d'eau noire comme le Styx. Arthur! Quel monstre c'était! Comment avais-je pu vivre à ses côtés, parler avec lui? Ce n'était pas une créature, mais pure pestilence. C'était... Cours, Richard! Et il courut. Il s'enfuit à bond immense. Il ne fut plus qu'une flèche pointée vers un sinistre ciel. Mes mains volèrent, s'étirèrent démesurément au-dessus de ma tête, mes doigts atteignant le seul havre restant dans ce monde cauchemardesque, atteignant les nuages. Et les nuages répondirent. Il y eut un gigantesque éclair bleuté qui sembla annoncer la fin du monde. Il frappa Richard, l'enveloppa. La dernière chose dont je me souvienne est un parfum électrique d'ozone et de chair carbonisée. Lorsque je revins à moi, j'étais tranquillement installé sur le perron. Et je contemplais la grande dune. L'orage s'était éloigné, mais l'air était resté agréablement frais. Il y avait un mince croissant de lune. Le sable était immaculé. Aucune trace de Richard, ni de la tout-terrain. Je regardais mes mains. Les yeux étaient ouverts mais vitreux. Ils étaient venus à bout de leur propre force. Ils se reposaient. Je savais pertinemment ce qu'il me restait à faire. Il me fallait couper la passerelle avant qu'elle ne soit jetée à jamais. Déjà, je pouvais remarquer les premiers signes d'une profonde mutation physique de mes mains. Les doigts
était en train de raccourcir, de se métamorphoser. Il y avait un petit âtre dans la salle de séjour, et l'hiver, pour lutter contre le froid humide de Floride, j'y allumais fréquemment du feu. J'en dressais un en toute hâte. À tout moment, il pouvait se réveiller. Lorsque le feu eut bien pris, je me dirigeais vers la cuve de fioul et y plongeais les mains. Ils s'éveillèrent immédiatement en poussant des hurlements d'agonie. Je crus bien que jamais je ne réussirais à revenir dans la salle de séjour. Et devant le feu. Mais j'y parvins. Sept ans ont passé. J'habite toujours au même endroit, d'où je peux voir décoller les fusées. Il y en a eu beaucoup ces derniers temps. La conquête spatiale fait partie des objectifs de notre gouvernement. Il est question d'envoyer d'autres vaisseaux habités en direction de Vénus. J'ai découvert le nom du garçon, si cela a la moindre importance. Il vivait au village, comme je le pensais. Mais cette nuit-là, sa mère le croyait sur le continent, en compagnie d'un ami, si bien que l'alarme ne fut donnée que le lundi suivant. Richard, eh bien, de toute façon, tout le monde le considérait comme un type un peu bizarre. Les gens se sont dit qu'il était retourné dans le Maryland, ou bien qu'il était parti avec une femme. Quant à moi, on m'accepte, bien que ma réputation d'excentrique soit faite. Après tout, combien d'anciens astronautes écrivent-ils régulièrement aux autorités élues de Washington pour leur dire que l'argent consacré à l'exploration spatiale pourrait être employé à meilleur escient ? Je me débrouille pas mal avec mes crochets. La douleur a été atroce pendant la première année, mais le corps humain s'habitue à presque tout. J'arrive à me raser et même à lasser mes chaussures. Et, comme vous pouvez le voir, je tape plutôt bien. Je ne pense pas que j'aurais trop de mal à introduire le canon du revolver dans ma bouche et à appuyer sur la gâchette. Ça a recommencé il y a 3 semaines. Vous comprenez ? 12 petits yeux d'or dessinent un cercle parfait sur ma poitrine.
Et c'est une fin d'histoire.